Bonjour chers étudiants, aujourd'hui nous allons entamer le premier chapitre de notre cours d'optique intitulé Fondements de l'optique géométrique. L'optique, qui vient du grec optikas, a d'abord été l'étude de la lumière visible. Mais le mot optique a pris aujourd'hui un sens beaucoup plus large. D'une part, il s'applique à un large domaine de longueur d'onde, allant des rayons cosmiques aux micro-ondes. De même, il implique, en plus de la lumière, les ondes associées aux particules en mouvement telles que les électrons. Pour présenter les fondements de l'optique géométrique, on évoquera d'abord de façon détaillée la nature de la lumière. On énoncera ensuite les principes pilotes de l'optique géométrique, qui sont le principe de propagation rectiligne de la lumière et le principe de retour inverse de la lumière. On définira enfin les milieux à partir de leur indice de réfraction et on introduira le concept de chemin optique. Les premières théories sérieuses relatives à la nature de la lumière furent énoncées au cours du XVIIe siècle. Einstein en premier a défini la lumière comme un ensemble de corps qui se déplacent dans un milieu appelé éther pour atteindre l'œil. Mais aux environs du XIXe siècle, des chercheurs comme Maxwell ont vu que la lumière était aussi une onde, une radiation visible et invisible. Donc, il faudra attendre 1905 et les travaux d'Einstein pour revoir que la lumière est aussi un amas d'énergie, donc un ensemble de photons qui se propagent. Ces deux théories est donc une liaison entre les deux définitions. Un corps qui se déplace et une onde qui se déplace, ce qui amènera la dualité onde-corpuscule de la lumière. Donc on définira la lumière comme étant à la fois une onde et un corps. Comme la montre de Broglie, si on va aller plus loin, on sait que maintenant que toute particule est à la fois une onde et un corps. Et c'est dépendant de sa masse que le caractère ondulatoire ou corpusculaire sera dominant. Ainsi, si on veut revenir à ce qui nous intéresse, la dualité, des différentes natures de la lumière, onde et corpuscule, donneront différents modèles de description de la lumière. Et c'est ces différents modèles de description de la lumière qu'on va essayer de voir, certains de ces différents modèles qu'on va essayer de voir dans la suite. Le premier modèle, c'est le modèle ondulatoire. C'est maintenant que la lumière est une onde électromagnétique. Qui dit onde électromagnétique dit donc un signal périodique de fréquence mu. Et donc une onde électromagnétique, depuis Maxwell, on sait maintenant que la lumière est une onde électromagnétique. Et nous, on va définir ici la lumière, on la définit généralement comme étant une onde plane progressive. Elle est polychromatique. On peut avoir une lumière qui est polychromatique, on va voir après, une lumière qui est monochromatique, on va définir après. Mais ici, on va définir notre lumière comme une onde plane progressive. On ne va pas revenir sur les définitions d'onde plane progressive, vous l'avez déjà vu en électromagnétisme. Donc, c'est une onde plane progressive qui se propage ici avec une vitesse finie qu'on va noter ici V. Dans le vide, je pense que vous le savez, dans le vide, la vitesse de la lumière est appelée C, célérité, qui est égale à 3 × 10⁻8 mètres par seconde. Et comme toutes les ondes ici, la lumière sera définie par son amplitude A, comme vous voyez dans la figure ici, c'est-à-dire son amplitude maximale A, sa fréquence mu en Hertz, qui va caractériser sa couleur. Donc, vous savez déjà que pour différentes couleurs, on va voir ça après, pour différentes couleurs, il y a différentes fréquences. Sa fréquence mu va caractériser la couleur. Sa période T qui est l'inverse de la fréquence, et sa longueur d'onde lambda, qui est la distance que parcourt la lumière, se propageant avec la vitesse V pendant une période T. Donc lambda ici sera égal à V sur T. Dans ces deux images ici, c'est simplement pour illustrer une variation temporelle. Donc comment varie l'onde dans le temps. Simple, comment varie l'onde dans le temps. C'est ça que ça illustre. Donc dans le temps, ici si on fixe un point dans le temps, comment varie l'onde. Et ici, on a une variation spatiale. Et dans l'espace, comment varie l'onde. Donc, on voit ici que dans une onde, comme vous l'avez vu en électromagnétisme, a une variation temporelle. Dans le temps, il vibre, et dans l'espace, il va vibrer. Donc, on a une variation temporelle et une variation spatiale. Comme on l'a dit avant, la lumière ici, elle peut être monochromatique comme les lumières des lasers. Comme les lasers sont des lumières monochromatiques, les lasers sont des lumières monochromatiques.
ou bien elle peut être une lumière polychromatique, comme la lumière du soleil ou la lumière d'une lampe à incandescence. Et si la lumière du soleil, si elle est polychromatique, on a un spectre lumineux qui peut englober un large éventail. Par exemple, la lumière du soleil ici englobe tout le spectre lumineux allant de l'ultraviolet à l'infrarouge. Et ici, vous voyez les fréquences des différentes couleurs. Et les fréquences vont aller de 3, 10 puissance 13 à 3, 10 puissance 16. Alors que les longueurs d'onde, ce sera l'inverse, de 10 nanomètres à 10 micromètres pour les longueurs d'onde. Cependant, on suppose que les dimensions caractéristiques des systèmes optiques étudiés sont largement plus grands que la longueur d'onde de la lumière. Certaines propriétés ondulatoires de la lumière peuvent être oubliées. C'est l'approximation de l'optique géométrique. Dans ce cas, on va modéliser la lumière comme des rayons lumineux correspondant à la direction de propagation des rayons réellement optiques. Si on suppose que les longueurs d'onde de la lumière sont très inférieures par rapport aux appareils de mesure, certaines propriétés ondulatoires de la lumière peuvent être oubliées. C'est l'approximation de l'optique géométrique. Pour ce qui nous intéresse, nous, on voit qu'on va étudier la réflexion dans un miroir, dans un guide d'onde, etc. Donc, l'approximation de l'optique géométrique est adéquate pour nous. Donc, c'est ce qui va nous intéresser et ce qu'on va étudier dans ce cours sera l'optique géométrique. Dans ce modèle, on va modéliser la lumière par des rayons lumineux correspondant à la direction de propagation du rayonnement optique. Pour aller plus en profondeur, pour décrire plus précisément le comportement de la lumière, il existe un autre modèle qu'on appelle l'optique quantique. Et dans cette optique quantique, on utilisera la mécanique quantique pour étudier de façon plus profonde le comportement de la lumière. Ce modèle ne nous intéressera pas dans ce cours. Nous nous focaliserons simplement dans notre cours ici à l'optique géométrique et à la modélisation des rayonnements des ondes lumineuses par des rayons lumineux. Avant de parler d'indépendance des rayons lumineux, il faut d'abord savoir qu'il existe différents types de sources. Les sources naturelles, comme le soleil et les étoiles, et les sources artificielles, comme les lampes à incandescence, les lampes à néon, etc. Maintenant, ici, on va admettre une première hypothèse, c'est-à-dire l'indépendance des rayons lumineux. Ça veut dire que les rayons lumineux se propagent lorsqu'ils sont issus d'une même source. Les rayons lumineux qui sont issus d'une même source vont se propager sans interagir, sans se gêner. Chaque rayon va se propager dans une direction et ils ne vont pas se gêner. Ce qui fait qu'on peut étudier la marche d'un rayon lumineux indépendant de la marche des autres rayons lumineux. On va définir le principe de retour inverse de la lumière. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une réalité. Ça veut dire que ici, si on considère deux points A et B, un rayon traversant le point A et le point B fera le même trajet lorsqu'il quitte le point B du point A. On a le même trajet. Ça, c'est une hypothèse très importante, surtout lorsqu'on regardera les rayons, les systèmes optiques comme le miroir plan ou bien le miroir sphérique. Nous avons dit, la lumière va se propager dans ce qu'on va appeler un milieu. Donc, un milieu sera défini comme un espace où se propage la lumière d'un point A à un point B. Donc, d'une source à un observateur ou un écran. Il existe différents milieux. Un milieu sera dit homogène lorsque sa composition est la même dans tout l'espace. Donc, un milieu est homogène lorsque sa composition est la même dans tout l'espace. Donc, si on a par exemple, pour voir un milieu qui est homogène pendant ce que vous avez tous les jours, vous avez une boîte et vous mettez des billes à l'intérieur. Si toutes les billes sont de la même forme, on va dire que le milieu là est homogène. Mais s'il y a des billes de forme et de taille différentes, on va dire ici que le milieu n'est pas homogène. On dira aussi que le milieu est isotrope si ses propriétés sont les mêmes dans toutes les directions. C'est un peu difficile d'expliquer ici, mais ici, il faut voir simplement quoi. On voit après l'indice de réfraction, donc le coefficient de réflexion. Si on dit l'indice de réfraction, si on dit que les propriétés sont les mêmes dans toutes les directions, ça veut dire que si vous allez dans la direction X,
dans la direction Y ou bien dans la direction Z, l'indice de réfraction sera la même. Si l'indice de réfraction n'est pas la même dans les trois directions, ça veut dire que le milieu n'est pas isotrope. Si c'est les mêmes, on va dire que le milieu est isotrope. On dira que le milieu est transparent s'il laisse passer la lumière sans atténuation. On dira que le milieu est absorbant s'il absorbe un peu de lumière ou bien s'il absorbe toute la lumière. En général, il n'existe pas de milieu transparent idéal. Certains milieux sont presque transparents simplement, mais chaque milieu absorbe un peu. Un dioptre sera défini comme une surface qui sépare deux milieux homogènes. Simplement. Un dioptre, c'est une surface qui sépare deux milieux homogènes. On verra ça plus en profondeur lorsqu'on regardera les dioptres. Mais un dioptre, c'est une surface qui sépare deux milieux homogènes. Donc ici, comme vous l'avez vu, ce qui est important à retenir ici, c'est qu'un milieu, c'est l'espace où se propage le rayon lumineux d'un point A à un point B. Et un milieu, il est homogène lorsque sa composition est la même dans toutes les directions. Il est isotrope si ses propriétés sont les mêmes. Transparent lorsqu'il se laisse passer la lumière. Et il est absorbant lorsqu'il ne laisse pas passer la lumière. Lorsqu'il absorbe une partie de la lumière. On va définir ici maintenant ce qui suit l'indice de réfraction. L'indice de réfraction ici sera défini simplement sur le rapport. Parce que ce qu'il faut savoir ici, c'est que lorsque la lumière se propage dans le vide, elle a une certaine vitesse. Si vous schématisez ici. Ce qu'on a défini ici avant, qui était égal à 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Mais lorsqu'il entre dans un milieu, sa vitesse s'atténue, sa vitesse diminue. Et le rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide et sa vitesse dans ce milieu, ce qu'on va appeler l'indice de réfraction. En général, il dépend de la fréquence. Mais nous, on va dire que notre indice de réfraction, il est constant. Parce que dans ce qui va nous intéresser en optique géométrique, on ne va pas donner des indices de réfraction qui sont constants. On verra donc, si on regarde ici, l'indice de réfraction, qui est le rapport entre la célérité de la lumière et sa vitesse dans le milieu, la célérité de la lumière qui est toujours plus grande que la vitesse dans le milieu, on verra donc que l'indice de réfraction sera toujours une constante qui est supérieure ou égale à 1. Dans le vide, l'indice de réfraction sera toujours égal à 1. L'indice de réfraction dans l'air est supposé toujours égal à 1, parce que c'est 1,00 et quelques. L'indice de réfraction dans l'eau est égal à 1,33. Et l'indice de réfraction du verre commence aux environs de 1,5, etc., etc. Pour différents milieux, il y aura différents indices de réfraction. Et maintenant, au dernier point de notre chapitre, qui est aussi très important, c'est-à-dire le chemin optique. On va supposer que notre milieu, il est homogène d'indice n. Et que la lumière se propage d'un point A à un point B. C'est-à-dire, donc, on a un rayon lumineux, donc ça a une propagation qui est rectiligne. Comme le milieu est homogène, on a une propagation qui est rectiligne d'un point A à un point B. Le temps de parcours tau ici, du point A au point B, comme vous le savez tout, temps de parcours, c'est égal à la distance AB sur la vitesse V. Ça, tout le monde le sait depuis longtemps. Donc, le temps de parcours, c'est égal à AB. Ici, on va prendre la valeur algébrique sur V. C'est ça le temps de parcours. Maintenant, nous savons aussi que V, la vitesse, l'indice de réfraction, on l'avait défini précédemment, comme on l'a vu ici. L'indice de réfraction, c'est égal à C sur V. Donc, ici, la vitesse sera égale à C sur N. Et cette vitesse-là, si on l'introduit dans le taux là on a que le temps de parcours sera égal à N multiplié par la valeur algébrique de AB sur C. Et ce N multiplié par la valeur algébrique de AB, c'est ça qu'on va définir comme étant le chemin optique. C'est ça qu'on va définir comme étant le chemin optique LAB. Le chemin optique LAB sera égal à l'indice de réfraction N multiplié par la valeur algébrique de AB. Le chemin optique est donc défini ici comme la distance AB parcourue par le rayon lumineux multiplié par l'indice de réfraction. C'est une grandeur avec la dimension ici. Le chemin optique aussi est une grandeur qui a la dimension d'une longueur. C'est simplement la distance qu'aurait parcouru la lumière si c'était dans le vide. C'est simplement ça le chemin optique, la distance qu'aurait parcouru la lumière s'il était dans le vide.
Dans le prochain chapitre, nous allons essayer de voir les lois de Snell-Descartes de la réflexion et de la réfraction, ainsi que le principe de réfraction limite, donc de réflexion totale. Je vous remercie de votre attention.